Donc, je vais vous présenter donc, le retour d'expérience sur l'un de nos sites. Alors, comme tout retour d'expérience, ça va être intéressant parce que vous allez rentrer voilà, dans le détail d'un cas particulier, mais je précise aussi tout de suite que c'est un cas particulier qui ne représente évidemment pas ni les installations PAPREC dans leur ensemble, ni surtout la filière. Puisque voilà, toutes les installations, elles ont des âges différents, des configurations différentes, des technologies différentes, donc on n'a pas tous les mêmes questions. Voilà, je préfère quand même préciser cela en préambule. J'ai préparé la présentation également voilà, avec un optique de vous dire effectivement que les choses changent, ce que les nouveaux textes changent. Je précise aussi, c'est important, ça fait partie des questions d'ailleurs qui ont été posées, hein, ces textes, ils ne sont pas sortis. Hein, on est encore en consultation des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on est au tout début du processus de rédaction de ces textes, donc il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais c'est là aussi tout l'intérêt justement de ces échanges, que de savoir quelles sont leurs faiblesses, leurs limites, leurs points faibles ou leurs points forts, pour qu'on puisse effectivement les orienter et qu'ils correspondent au mieux aux besoins globaux et aux capacités de la filière. Voilà, ces deux préambules étant faits, je vous présente du coup notre installation. Donc notre installation, elle a la particularité, et c'est important de le dire, d'être sur un site multi-activité. Donc je commence par vous présenter, pas vraiment, mais en tout cas dans les grandes lignes, le site multi-activité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez voir, je pense que vous voyez ma souris d'ailleurs. Donc ici, ça va être l'installation dont je vais vous parler, l'unité de méthanisation CAPIC. Donc on est dans les cas majoritaires où le déconditionnement est installé sur une unité de méthanisation. Morgane Goria, simplement pour s'assurer que tout le monde voit bien au niveau de la souris, comme ce n'est pas une certitude, vous pouvez, si vous voulez, ajouter un petit curseur, enfin voilà, un pointeur, vous cliquez en haut sur les options d'affichage sur Annoter et vous allez pouvoir utiliser la flèche ou la souris pour vous assurer qu'on voit bien. Voilà. Alors, je ne le vois pas. Annoter, ça y est. Voilà, tout en haut, vous pouvez utiliser flèche ou souris pour être certain que tout le monde arrive bien à le voir. Voilà. Voilà, Donc là, je pense que vous ça le sera. voyez cette fois-ci, normalement, ok, très bien. Donc l'unité de méthanisation, donc voilà, donc on est dans l'un des cas majoritaires, hein, où on est sur une unité de méthanisation. Mais cette unité de méthanisation, elle est adossée, vous le voyez juste derrière, à un ISDND. Alors pourquoi je vous dis ça, un ISDND voilà, c'est le terme technique pour les installations donc de stockage de déchets non dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment, ça a aussi, orienté nos choix sur la technologie de déconditionnement en particulier, et notamment sur le fait que pour nous, la chose la plus importante de l'unité de déconditionnement, c'était bel et bien d'avoir une soupe de qualité qui permettait d'entrer en méthanisation et d'être valorisée par les agriculteurs, parce qu'on a un fort, vous voyez qu'on est en pleine campagne, hein, donc on a un fort lien avec le monde agricole, et le digesta est vendu par une coopérative. Donc pour nous, la qualité du digesta et donc de la soupe était l'un des points primordiaux. Et je vais dire la quantité d'emballage ou le fait qu'il puisse rester de la soupe collée aux emballages n'était pas un problème. Donc sur cette unité, du coup, j'ai l'impression que je n'arrive plus à passer diapo. Si. Sur cette unité, voilà, ça fonctionne. Donc je vous fais un petit focus sur l'unité de méthanisation CAPIC. Donc c'est une unité de méthanisation qui est assez classique pour ceux qui connaissent les déchets en infiniment mélangés. Je précise qu'elle fait partie des premières unités de France sur du multi-produit, donc elle est assez compacte. Enfin voilà, on les fait un peu plus aérés maintenant, mais toujours est-il que vous retrouvez donc le digesteur, le post-digesteur, et puis dans ce bâtiment-là, c'est ici qu'on a installé le que vous voyez ici. Donc, on est une technologie, je ne sais plus comment vous l'avez qualifiée, à compression autre que piston et je ne sais pas quoi, bref, donc sur un flexi-dry. C'est une technologie qu'on a choisie, donc je vous l'ai dit, nous, pour la question de la qualité de la soupe, puisque c'était notre orientation principale. Après, il y a d'autres fabricants qui font aussi des soupes de qualité, et je précise également que, comment dire, ça correspond aussi à la typologie d'intrants qu'on a sur cette unité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas toujours les mêmes choix chez Paprec, et notamment, on ne va pas toujours faire les mêmes choix en fonction de la quantité de matière qu'on va avoir
à traiter, et puis de la typologie de matière. C'est-à-dire que sur cette installation-là, on est principalement sur des flux, je vais dire, de logisticiens, donc sur des invendus d'usines ou de problèmes logistiques, et ou sur de la GMS, donc sur des flux avec des emballages. On n'est pas sur du biodéchet des ménages en particulier. Donc voilà l'installation et les déchets, donc assez classiquement, qui sont autorisés pour être traités sur le site. Alors oui, je vous ai montré aussi cette diapo-là pour vous dire que chez nous, le verre n'est déjà pas autorisé. Alors c'est important que je vous dise ça parce que par rapport au texte, c'est vrai que nous, c'était comment dire, c'est une contrainte supplémentaire qu'on a tout de suite mis dans notre cahier des charges parce qu'effectivement, sur ce type de déconditionneur, c'est-à-dire ceux qu'on va avoir, comment dire, avec ces technologies-là, parce que ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de déconditionneurs sur lesquels, effectivement, le verre va quand même clairement poser je ne vais pas dire des problèmes, mais des opérations différentes de maintenance, d'abrasion, de modification. Et puis derrière, dans le méthaniseur, même si on peut se retrouver avec une soupe qui correspond en termes de qualité, on va aussi avoir des dépôts possibles, en fonction des technologies, de nouveau, dans le méthaniseur. Et donc, c'est compliqué également sur l'utilisation de la soupe derrière. Bref, toutes ces raisons-là ont fait que sur cette usine, et sur l'intégralité, là pour le coup, nous c'est une consigne assez globale chez Paprec, on demande déjà, nous, à nos clients, de séparer le verre. Alors j'entends que c'est un geste de tri supplémentaire, mais c'est aussi parce que toutes les technologies, clairement, n'acceptent pas ou ne font pas de la qualité avec des contenants en verre. Par contre, il y a un petit souci, voilà, si je reviens à la question du texte, je couple à la fois la présentation et le texte qui arrive. Dans le texte actuellement prévu, vous avez vu qu'effectivement, Estelle l'a rappelé, à partir de 2023, donc de fin 2023, on n'aura plus possibilité de réceptionner normalement sur ce site des biodéchets non emballés. Sauf que là, vous voyez tout de suite la grosse difficulté qui est que dans une GMS, une GMS, c'est une grande et moyenne surface, pour ceux qui ont un supermarché, on va avoir toujours en mélange dans ce qu'on récolte, à la fois de l'emballé et du non-emballé. On va avoir à la fois le yaourt, mais aussi le rayon fruits et légumes, donc les radis ou je ne sais quoi, donc qui ne sont pas forcément emballés. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il y a quand même j'ai presque envie de dire une aberration à refuser catégoriquement un déchet non emballé. Il faudra, je pense, se faire préciser, effectivement, dans la rédaction, qu'est-ce qu'on entend par interdiction de recevoir des déchets non emballés. C'est-à-dire que, pour être limpide, ça me paraît très clair que je ne vais pas passer dans un déconditionneur une benne complète de pâtes, de farine ou de quoi que ce soit qui pourrait être un écart de production industrielle et qui n'est pas emballé. C'est évident, enfin, moi, ça me paraît évident qu'on ne va pas le passer dans le déconditionneur. Par contre, sur des petits flux, demander à avoir une séparation d'un côté emballé, de l'autre côté désemballé, ça paraît assez ridicule, surtout que la séparation n'est pas aussi nette que ça. Je vous ai parlé des radis tout à l'heure. Les radis, ils ont un petit élastique autour. Est-ce qu'on considère que c'est un emballage? Bon, c'est une petite aparté, mais je pense que c'est intéressant à dire. Sur ce site, pareil, dans les autres, les autres critères du texte qui sont parfois soulevés comme pouvant être problématiques, il y a la question du stockage à l'abri et du stockage tout court, de la durée de stockage. Donc sur le stockage à l'abri, c'est pour nous, pas un souci parce qu'on l'avait effectivement anticipé pour plein de raisons. Il se trouve qu'en soi, c'est quand même plus confortable pour tout le monde de travailler au sec. Donc le site est situé en Normandie, j'ai oublié de vous préciser. J'ai rien contre la Normandie, mais il pleut quand même de temps en temps. Donc du coup, c'était important aussi que les denrées puissent être abritées. Donc, vous voyez qu'on a du coup fait un bâtiment. Et il y a la question de la durée de stockage. Donc là, je rejoins les commentaires qui ont été faits par d'autres, qui est qu'une durée de stockage de 48 à 72 heures, c'est très logique pour la plupart des flux. C'est totalement aberrant sur un flux qui est particulièrement stable, voilà, pour ce qu'on reçoit sur ces installations, que ce soit des boîtes de conserve, effectivement, ou des biscuits secs ou de l'eau, parce que ça peut arriver parfois qu'il y ait des destructions également d'eau. Bon, c'est des matières qui sont très stables et très sincèrement, c'est plus intelligent de les stocker chez nous s'il y a un gros écart de production que de les laisser chez leurs producteurs et de les évacuer en flux tendu.
Voici, je crois que c'est ma dernière photographie, l'installation telle qu'elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix aussi d'une très mine incorporation qui a l'avantage de pouvoir, comment dire, alors là, ça ne se voit pas sur la photo, mais mélanger un peu les flux dès la trémine d'incorporation. Pourquoi? Parce que le monoflux n'est pas toujours facile à gérer dans un déconditionneur, parce qu'il y a certaines matières qui passent très bien, d'autres qui passent moins bien. La personne de SADEF tout à l'heure nous a dit aussi que les analyses, c'est parfois un peu compliqué, ça dépend, je ne sais plus si c'était vous, bon, peu importe. Les analyses, on peut atteindre ou pas la norme en fonction aussi des matières, et c'est vrai que pour le tester, on a parfois testé du monoflux pour voir les limites de l'installation. Sur certains produits en monoflux, c'est compliqué d'atteindre la norme sur la soupe. Alors, on n'est pas très loin, c'est-à-dire qu'on atteindrait la norme notamment compost, mais on n'atteint pas les nouveaux critères, qui sont effectivement les critères européens et les critères du futur socle commun. Donc ça, c'est spécifiquement dans certains cas particuliers de certaines matières. Par contre, globalement, et là, je vais aller à l'encontre de ce qu'on entend parfois ou des craintes qui peuvent être soulevées, globalement, les critères qualité de la soupe sont parfaitement atteignables. Donc ça, je vous le confirme sur nos installations, pas que celle-ci, et sur plusieurs technologies, on est tout à fait en mesure d'atteindre sans aucun problème, on n'est pas juste à la limite, on atteint sans aucun problème les critères d'inerte dans la soupe. C'est tout à fait faisable. C'est là où je refais quand même mon petit bémol, parce que c'est entre guillemets facile pour nous parce qu'on est parti un peu tard dans le déconditionnement. Tard, tout est relatif, mais en tout cas, nos installations sont relativement récentes avec des technologies plutôt récentes. C'est parfois plus complexe sur des installations existantes. Et comme toujours dans ce genre de changement, il faudra aussi penser à la transition et aux installations pionnières qui, certes, ne sont pas forcément les plus exemplaires sur certains critères, mais qui ont eu quand même l'intérêt de faire avancer la filière. Il faut aussi ne pas les oublier. Voilà. J'en ai terminé et je laisse la place aux questions. Merci Morgane Goria et merci à chacun des intervenants qui ont pris la parole depuis le début de la matinée. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rallumer toutes et tous intervenants vos caméras et qu'on puisse prendre un temps d'échange avant que Jean-Luc Martel n'apporte après quelques éléments conclusifs. Donc, voilà, je vais prendre les questions qui avaient été posées au début à Estelle, dans le cadre de sa présentation globale des dispositifs, enfin du fonctionnement, les installations concernées par le déconditionnement. Il y avait une première question de Clémentine Mazière qui demandait si les textes restaient en consultation et quelles sont les évolutions possibles sur les différents points que vous avez abordés sur ces textes, les échéances et les applications souhaitées ou attendues. Mis à part, Emmanuel, est-ce que… Voilà, il faut bien couper. Voilà. Mis à part la réunion de l'AST de la semaine prochaine de mardi, on n'en sait pas plus. Après, je pense qu'on en saura plus effectivement au cours de cette réunion-là et on vous tiendra informé de ces éléments, sauf si Morgane, tu as d'autres choses. Je précise, ce n'est pas une réunion de l'AST, c'est une réunion des parties prenantes où l'AST est invité, donc c'est une réunion du ministère à laquelle l'AST notamment participera. Il y aura aussi la FNAD, le SNEFID et beaucoup de parties prenantes. Donc, la prochaine étape, c'est mardi prochain. Il y a une réunion donc, du ministère où les parties prenantes qui ont été consultées sur ce texte vont pouvoir faire remonter justement les différentes remarques et les différents changements. Ça ne veut pas dire que le ministère va tout accepter, mais ça veut dire qu'effectivement, ça sera ce premier temps d'échange. Après, en fonction du nombre de corrections à faire, il pourrait y avoir une deuxième réunion des parties prenantes ou, si tout le monde est globalement d'accord, à passer directement à la consultation du public. Merci Morgane pour les éléments de réponse. Autre question qui avait été posée par Thomas Girard et qui s'adressait aussi à Estelle Ardouin. C'est plutôt une remarque qui était partagée parce qu'il y avait un questionnement autour de la définition qui était donnée par rapport au déconditionnement. Pour information, des technologies de déconditionnement permettent aujourd'hui très bien d'extraire le verre et la soupe de déconditionnement. Voilà, donc je partage cette remarque-là. Thomas Girard, si vous souhaitez apporter des précisions, n'hésitez pas à l'indiquer.
Je les partagerai en complément. Autre question qui avait été posée par Florence Martin-Sisteron, c'est sur les installations, donc sur l'association à une unité d'hygiénisation. Est-ce que les installations de déconditionnement peuvent être associées à une unité d'hygiénisation qui recevrait des déchets, notamment de cuisine et de table? Alors, je pense que oui. Je laisserai peut-être Angélique donner plus de précisions sur ça. Angélique, alors voilà. Oui, si vous le souhaitez, effectivement, je peux répondre à cette question, sachant que ça peut être une installation classée pour la protection de l'environnement, mais en transit ou alors regroupement de biodéchets. Donc, effectivement, il peut y avoir une unité de déconditionnement avec une unité d'hygiénisation. Merci Angélique Lamaze. Alors, du coup, Franck Lenormand réagit par rapport à ces points-là. Pourquoi se priver? Je vous partage la réponse, elle va apparaître pour tous dans le module QR. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de déconditionner les biodéchets non emballés, dont on sait qu'ils contiennent toujours quand même quelques indésirables? Quel est l'intérêt dans ces cas-là du législateur? Et c'est une obligation de moyens alors qu'il y a déjà aussi des obligations de résultats. Voilà. Donc, si je peux préciser, peut-être pour que tout le monde comprenne, je pense que dans l'idée du législateur, c'est plutôt qu'il ne veut pas, comme je le disais, qu'on fasse de la dilution en amenant beaucoup de matières pas conditionnées, qui permettrait d'améliorer le flux, on va dire, entrant. Mais cette problématique-là, elle est très importante quand même parce qu'il y a un monde entre amener des bennes complètes de flux déconditionnés et puis ce que nous, on vit au quotidien. Et effectivement, typiquement, les biodéchets des ménages, est-ce qu'on les considère comme non conditionnés? Moi, je ne le conseille pas, quoi. Enfin, on les fait passer par un déconditionneur. C'est vrai que ce n'est pas de la matière conditionnée. En fait, c'est le problème de terminologie dont Estelle a parlé aussi au tout début. On appelle déconditionneur, qui est aussi un module de préparation. Et on le voit aussi sur d'autres installations sur lesquelles on travaille. C'est très important d'avoir cette préparation, à défaut de dire déconditionnement. Merci Morgane Goria. Autre question de Godefroy. Pourquoi cette précision d'interdiction du déchet végétal, déchet vert? En général, les plateformes sont multi-activités et elles reçoivent plusieurs flux qui sont gérés indépendamment. De nouveau, si je peux essayer de préciser, c'est parce que là, on parle de la rubrique 2783, qui est donc la rubrique déconditionnement. Donc, ce n'est pas elle qui accepte les déchets verts. Mais on est nombreux à avoir des sites multi-activités. Ce n'est pas un problème. Enfin, moi, ce n'est pas parce que sur Capi que je n'ai pas le droit de recevoir de l'amiante, pour être vraiment limpide sur un exemple dramatique, que sur le site, je n'ai pas le droit de recevoir de l'amiante. Mais il ne va pas sur la même partie du site. Donc, je ne pense pas que ça posera une difficulté. Par contre, il y aura du coup les deux rubriques, la 2780 pour le compostage et la 2783 pour le déconditionnement. Merci Morgane Goria. Alors, autre question sur les déconditionneurs. Est-ce que ces déconditionneurs, c'est Céline Abmé-Sélélémé, excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Est-ce que ces déconditionneurs sont adaptés pour enlever les refus de tri, par exemple les sacs poubelles parfois ou d'autres déchets plastiques qui pourraient être en vrac, des déchets qui seraient issus d'une collecte des déchets alimentaires des ménages, avant de les composter, si oui, et puis quels sont les prix qu'on peut trouver de ces équipements? Laissez Angéline répondre je ne vais pas monopoliser la parole sur la partie qualité et sac. Alors, pour répondre à la question, alors malheureusement, je ne peux pas forcément rentrer dans le détail. Je ne peux pas forcément parler de tarifs, malheureusement. Peut-être que je peux confirmer effectivement certaines choses, mais ça va être difficile pour moi de répondre à cette question sans rentrer dans le détail. Voilà, on a compris que c'est lié à la publication de l'étude qui n'est pas encore rendue publique. Et il y avait une question aussi sur le coût d'une ligne de déconditionnement. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les sacs, bien entendu, peuvent être traités sans aucun problème. Tout dépend de la technologie utilisée. D'accord. Et sur les coûts de ligne de déconditionnement, on peut avoir une fourchette ou c'est aussi compliqué d'avoir? Non, c'est également, ça fait partie de l'étude, donc là, je ne peux pas divulguer le résultat. Parfait. Et cette étude, vous avez une idée de la période à laquelle elle va être?
Non, voilà, toujours pas. Je ou la sais période, qu'on est enfin, dans l'attente. Nous sommes très nombreux, effectivement, à vouloir lire ou alors relire l'étude pour ma part, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de date. Merci à vous pour les éléments de réponse. Alors, voilà, j'ai partagé aussi cette question qui était posée quand vous interveniez et que vous parliez des éléments de l'étude par Godefroy. Donc, comme ça, on aura répondu aussi à votre question. Je reviens sur ce qu'avait évoqué Estelle au début. Alors, je vous remercie de vraiment essayer au maximum de bien poser vos questions dans le module QR, puisque moi, je reçois en parallèle des messages de régie technique. Et donc, si vous posez des questions ou mettez des commentaires dans le module de chat, en fait, ça sera uniquement visible à ceux qui le voient et tous les participants du replay ne pourront pas en bénéficier. Éric Moget avait une question, mais je pense qu'on y a répondu aussi, enfin une remarque sur pourquoi les biodéchets des ménages, enfin lui s'interrogeait, il ne comprenait pas forcément pourquoi les biodéchets des ménages iraient en compostage et non en méthanisation au regard de la diapositive qui indiquait que les biodéchets non emballés seraient interdits à compter du 31 décembre 2023. Oui, j'ai mis... Pardon, j'ai mis compostage, mais j'avais indiqué à l'oral aussi méthanisation, c'est mis dans la diapositive. Merci Estelle Ardouin pour la précision. Merci Madame Debat d'avoir reposé la question dans le module QR pour que je puisse bien la voir. S'il existe des équipements aussi qui permettraient un traitement complémentaire qui viserait à réduire les inertes inférieurs à 2 mm, est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Je ne suis pas sûre. Oui. Alors, il y a effectivement des traitements complémentaires. D'ailleurs, on a pu le voir sur un site qui était en fonctionnement, sur un des 5 sites. Vous verrez tout ça, vous aurez la chance de le lire dans l'étude. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Merci à vous. Et du coup, sur cette étude, donc on a évoqué la date de parution et la période. Au niveau des critères d'accès ou de la diffusion, il y aura des critères particuliers. Ça sera rendu public. D'accord. Et puis aussi par rapport, voilà, une question qui était posée par Clémentine Mazière sur le rapport, mais aussi à l'outil de décision et les choix des équipements. Voilà, est-ce qu'il y aura aussi tous ces éléments-là qui seront rendus publics ? Oui, ça sera rendu public. Merci à vous. Alors, autre question, Franck Lenormand, ou peut-être une question, réaction, confirmation attendue sur les sacs biodégradables. Apparemment, ils gêneraient lors de la méthanisation s'ils ne passeraient pas par un déconditionnaire. Est-ce que c'est bien confirmé ce point-là ? Je confirme. Les sacs qu'on qualifie aujourd'hui de biodégradables, en réalité, ils sont compostables. Et encore, j'ai envie de dire. Anouk nous a bien dit tout à l'heure que parfois on le retrouvait dans le compost. Mais ils ne sont tout sûr pas méthanisables. Si vous rentrez ce genre de sac dans un méthaniseur, vous ressortez ce sac dans le digestat. Et comme le digestat n'est pas forcément composté derrière, vous le remettez dans un champ. C'est ce qui fait d'ailleurs que, je préfère le préciser, la filière dans son ensemble, et notamment par la voix de la FNAD et de FEDEREC, préconise de ne pas utiliser ces sacs, même qualifiés de biodégradables ou de compostables, mais de plutôt utiliser des sacs en craft qui, eux, sont bel et bien biosourcés et intégralement dégradables en méthanisation et en compostage. Donc, le conseil de la filière, c'est de ne pas utiliser les plastiques. Et le deuxième conseil de la filière, c'est que les plastiques que l'on a tous pour les fruits et légumes, qui sont donc ce genre de plastique compostable, leur devenir, ça n'est pas dans la poubelle biodéchets, mais c'est bien dans la poubelle recyclage ou ordures ménagères en fonction des consignes de tri locales. Merci Morgane Goria, la réponse est très claire, nous dit Franck Lenormand. Autre question, remarque de Thomas Girard sur la dilution de la soupe. Il semble y avoir une volonté d'interdire la dilution de la soupe et des indésirables en déconditionnement. Mais dans le cas d'une installation de méthanisation agricole avec des intrants agricoles et des biodéchets déconditionnés sur site, est-ce qu'on peut considérer que le digestat en sortie a été dilué par les intrants agricoles? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est envisagé des restrictions aussi sur ce type de dilution?
Alors, en soi, la nouvelle rubrique, justement, va induire un peu cette limite-là, puisque la soupe va devoir respecter les critères de sortie. La soupe en entrée, là, vous avez remarqué que ces critères, notamment en inerte, sont bien les critères de sortie du digestat. Donc, en fait, cette nouvelle rubrique peut avoir cette tendance-là. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si les installations agricoles vont être soumises aux deux rubriques, ou si elles vont rester uniquement sur la 2781, donc la rubrique méthanisation, et donc avoir des modules de préparation qui ne respecteraient pas forcément ce critère-là, et donc effectivement où il y aurait une forme de dilution avec leurs effluents d'élevage. Merci Morgane Goria. Sur l'interdiction des biodéchets non emballés, est-ce que ce serait aussi pour les particuliers et les restaurateurs? C'est une question posée par Laurence Codex. Pour moi, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on se fasse préciser effectivement mardi prochain. Qu'est-ce qu'ils entendent par déchets non emballés? C'est ce que je disais, c'est un déchet de cantine, est-ce qu'on le considère par défaut comme étant non emballé, ou est-ce qu'on considère que comme il peut y avoir alors, je vais dire une petite cuillère, mais ce n'est pas un emballage, mais en tout cas, il peut y avoir des erreurs de tri. On a le droit de le considérer comme, entre guillemets, emballé et de le passer par un déconditionneur. Ça fait vraiment partie des points très importants à clarifier sur ce décret. Merci. Alors justement, dans une question qui était posée pendant votre intervention de Clémentine Mazière sur le planning précisionnel de déploiement de ce texte, est-ce qu'il est proposé, prévu déjà par le ministère en parallèle des échanges avec la filière sur le contenu? Alors, je ne m'en souviens plus. Si j'ai l'information, je l'ai oubliée. Après, en général, ce genre de texte, ça met plusieurs mois entre le moment où on a la consultation des parties prenantes et puis la sortie réelle du texte. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'urgence particulière en la matière. D'autant que le déconditionnement est déjà, il n'est pas dans la bonne rubrique, entre guillemets. Il est dans une rubrique un peu fourre-tout, mais il n'y a pas de souci aujourd'hui pour mettre une installation de déconditionnement. Donc, il n'y a pas d'urgence particulière à accélérer ou à sortir ce texte en urgence. Donc, je ne vois pas le législateur particulièrement stressé sur ce sujet-là à date. Merci Morgane Goria. Alors, il y a une information complémentaire que je partage d'Edouard Van Eswick sur le fait que la motivation de la nouvelle rubrique semble vouloir être de classer l'ensemble des installations de déconditionnement, y compris celles qui sont associées à une unité de valorisation organique. Voilà. Donc, ce qui serait une bonne chose. Ça remet tout le monde sur un pied d'égalité. Merci à vous. Alors, il y avait une autre question, peut-être ça rejoint des éléments de réponse qui ont déjà été partagés et qui vous étaient adressés, Morgane Goria, sur les flux de biodéchets ménagers. Si les flux de biodéchets ménagers sont interdits en unité de déconditionnement, comment est-ce qu'on va nommer dans ce cas les installations nécessaires au pré-traitement de ces flux, ne croyant pas à l'absence d'erreur de tri sur ces flux de biodéchets ménagers, comme vous l'indiquiez, notamment par rapport à la question des restaurateurs particuliers. Enfin voilà, je pense que ça rejoint aussi ce point-là. Tout à fait. J'ai rien de plus à ajouter, je suis d'accord. On va essayer de faire changer les choses du coup. Et donc, je reviens sur une question qu'Éric Mauger avait partagée sur le côté papier craft, sac craft. C'est ce que vous venez d'indiquer au niveau de la filière. Donc, il faut privilégier ce type de sac craft et exclure les sacs qui seraient biosourcés, en plastique biosourcé. Et d'ailleurs, il y avait une remarque complémentaire que je vous ai partagée à l'écrit, mais finalement, ces sacs plastiques biosourcés, vous disiez, Morgane Goria, qui potentiellement peuvent aller dans le tri, ne vont pas vers le tri. Et je crois même, sous réserve de contrôle par certaines personnes qui connaissent mieux le domaine, mais qui peuvent parfois poser des soucis dans les chaînes de tri. Alors, je confirme, mais c'est un peu difficile de ne pas dire qu'on met les emballages avec les emballages. Mais je vous confirme que c'est un problème. On a des problèmes voilà, c'est des sacs qui ont des propriétés particulières et qui vont s'enrouler dans les tapis. Et pour ceux qui... En tout cas, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a d'autres plastiques biosourcés, biodégradables comme le PLA, mais qui ressemblent à une bouteille de PET, c'est que ça va perturber après le recyclage du PET. Donc, je vous confirme que les sacs, les bioplastiques posent problème dans beaucoup de filières. C'est l'un des sujets assez brûlants dans toutes les filières sur comment est-ce qu'on gère ça, parce que ça reste une très bonne idée d'essayer de remplacer les résines, mais il faut le faire intelligemment et avec les professionnels pour que ça ne génère pas plus de problèmes que de solutions que ça résout. Au départ.
Merci pour cet aparté. Là, vous nous avez parlé des sites qui sont en fonctionnement chez vous, Morgane Goria. Jeanne Lancochet demandait si les textes qui sont prévus, hein, enfin le projet de décret et d'arrêté, si ces textes s'appliqueront également aux sites qui sont déjà en fonctionnement ou si ça ne les concernera pas. Enfin voilà, quelles seront les modalités? Donc, ça les concerne, hein. De nouveau, heureusement, enfin, c'est quand même important. Il y a certaines parties qui sont quand même des choses importantes sur la protection de l'environnement. Donc oui, les sites sont concernés. Il y a évidemment, comme toujours dans les textes, certains articles qui ne les concernent pas. En particulier, dès qu'on regarde des choses qui concernent les infrastructures, donc sur les voies, les rotations, les gyrations, des choses comme ça qu'on ne pourrait pas rechanger sur un site existant, ou sur certaines distances aux habitations qui voilà, pouvaient ne pas être les mêmes dans les obligations précédentes. Donc il y a quelques exceptions qui sont listées dans le texte. Mais globalement, la plupart des critères s'appliquent également aux sites existants. Il y en a juste une où on a un petit délai d'application qui est la couverture des stockages, si je dis pas de bêtises. D'accord. Merci pour les éléments de réponse à cette question. Alors, n'hésitez pas, hein, il y a aussi des participants sur Vimeo à continuer à poser vos questions et à réagir. Hein, je les partage, on s'est donné un temps d'échange, on a encore la possibilité de prendre le temps d'approfondir certains points si besoin est. Et il y avait une question qui était posée par Lionel Patrier pour vous, Anouk, concernant l'analyse NFU 164, pardon, 44-164. Ma langue a fourché. Quel est le coût d'une analyse pour cette norme-là? Eh ben alors, je ne suis pas du tout dans la partie prix et je vous avoue que là, comme ça, je ne sais pas si je peux y répondre d'ici 3-4 minutes, je vais chercher. Je vais vous donner un estimatif, mais il faut me laisser 2-3 minutes le temps de le trouver. Parfait. Ben, pendant que vous allez chercher ces éléments d'information, je ne vois pas plus de questions qui m'ont été remontées jusqu'à présent. N'hésitez pas à continuer à les poser. On a encore le temps dans le module questions et réponses. Je sais qu'il vous faut parfois le temps de les noter à l'écrit. Donc voilà, je viens d'en voir une arriver. Donc c'était le temps de la noter, de Emma Fritz, qui demande comment sont considérés les déchets issus d'une collecte de déchets végétaux mélangés avec des déchets alimentaires. Est-ce que il y aura des restrictions? Est-ce qu'il y aura des conditions particulières? Morgane Goria, c'est vous qui allez de nouveau répondre. Voilà, alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. Donc, sur un point de vue sanitaire, c'est facile, c'est-à-dire que dès qu'on collecte des biodéchets et qui sont considérés comme des sous-produits animaux, tout le mélange qu'on peut faire, même si je mets que 1 kg de biodéchets dans 1 tonne de déchets verts, c'est l'intégralité qui va être considérée comme étant des sous-produits animaux. Donc, ils doivent respecter la réglementation sanitaire. Donc ça, c'est important, je le précise, parce que souvent, ces questions se posent sur des extensions de consignes de tri, je vais l'appeler ça comme ça, de collecte de déchets verts. Il faut s'imaginer que du coup, la plateforme qui composte les déchets verts devra, dans ces cas-là, passer l'agrément sanitaire. Ce n'est pas compliqué, mais c'est important de le savoir. Donc ça, c'est le premier point sur la partie sanitaire. Sur la partie pur déconditionnement, si, un peu comme tout à l'heure, si jamais c'est vrai qu'on a si on reçoit en mélange quelque chose qui contient de l'emballage, ce qu'on va essayer de faire passer au niveau du ministère, c'est que c'est bien considéré comme emballé, même si chacune, on ne va pas commencer par trier ce qui est emballé de ce qui n'est pas emballé quand la benne nous arrive. Donc, on va essayer de faire passer qu'effectivement, tout ce qui est voilà, une collecte en mélange d'emballé et de non emballé peut être considéré comme étant de l'emballé. Concernant les déchets verts, je préfère quand même, par contre, apporter une précision importante technique cette fois-ci, c'est qu'un déchet vert ne passe pas dans un déconditionneur. Donc, pour le coup, on ne va pas pouvoir passer vos déchets verts dans un déconditionneur. Les tontes, pourquoi pas, mais pas les branchages. Un branchage dans un déconditionneur, quelle que soit la technologie, ça va être vraiment compliqué. Il faut tout broyer avant. Enfin, ce n'est pas prévu pour. Enfin, voilà, à la rigueur, ça pourrait marcher, mais ça serait surdimensionné par rapport à la problématique. Donc, ceux qui font ça en général vont plutôt composter l'intégralité de la matière et séparer les indésirables en sortie de compostage. D'accord. Donc, potentiellement aussi séparer au départ les déchets végétaux des biodéchets et organiser potentiellement des collectes séparées. Voilà, tout à fait. Après, faire 2 collectes, quand on a déjà une collecte de déchets verts, ça peut être compliqué pour les collectivités et une forme d'extension de consigne de tri du déchet vert n'est pas bête pour ceux qui ont déjà des collectes de déchets verts. Après, l'ADEME n'est pas présente, mais je me permets de faire le porte-parole. Eux conseillent de toute façon une gestion de proximité du déchet vert.
Donc voilà, il y a plusieurs orientations. Là, moi, je défends aussi le retour au sol, parce que je suis ingénieur agronome. C'est pas inintéressant non plus d'avoir effectivement du déchet vert qui repart dans le circuit de produire des fertilisants pour l'agriculture. Effectivement. Et d'ailleurs, concernant toutes ces thématiques autour des déchets végétaux, c'est effectivement des choses que les collectivités regardent sur le broyage des déchets végétaux, l'incitation dans le cadre des programmes de prévention des déchets aussi à avoir du mulching, à choisir des essences naturelles qui vont limiter les tontes ou les tailles. Enfin voilà, il y a aussi tous ces programmes-là et toutes ces actions-là qui peuvent aussi… Tout à fait. La prévention est l'un des points importants pour les déchets verts. Voilà, donc en termes de gestion, après, il y a différentes stratégies. Donc Emma Fritz dit ce serait bien pour les fleurs, tontes, petits végétaux, voilà, de pouvoir quand même les associer parce que ça peut être intéressant et ça peut faciliter l'organisation. Tout à fait. Pour ce genre de collecte qui peuvent se faire en bac, en fait, on en a. Il ne faut pas se leurrer, dans une collecte de biodéchets, on a souvent des fleurs fanées, un peu plus rarement des tontes, mais ça peut arriver. Donc ces petits végétaux-là passeront sans problème dans le déconditionneur. Merci Morgane Goria. Anouk Zimmerman, vous avez trouvé les éléments? Alors nous, on est autour de 100 € hors taxe. D'accord. Voilà. Après, ça va dépendre forcément des clients, de la charge du nombre d'analyses, etc. Mais là, je viens de regarder, on est à peu près à 100 € hors taxe. D'accord. Merci pour le coût de paiement d'une analyse de norme NFU 44164. C'est ça. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Pour le moment, je n'en ai pas reçu d'autres. Emmanuel, je te laisse la parole. Non, je voulais dire que par le passé, on ne l'a pas mis en place aujourd'hui, mais par le passé, l'association pour les plateformes certifiées, donc cette trentaine de plateformes, avait négocié les tarifs pour les analyses de conformité. D'accord. Et cette négociation, elle a amené à des tarifs, un tarif unique était connu et communiqué, ou c'était une négociation? Alors, il y a on avait négocié en disant il y a tant d'analyses à faire par an pour les adhérents, donc on négocie. D'accord. Donc j'invite ceux qui sont concernés, ceux qui sont intéressés à adhérer à l'association et à remettre ça sur le tapis dans le cadre du prochain conseil d'administration. Voilà. Parfait, merci Emmanuel pour la précision complémentaire, pardon. Sans plus de questions, après, n'hésitez pas, vous aurez la possibilité au travers le RISPO de poursuivre les échanges. Alors si, Eric Moget, qui passe par Vimeo, du coup, partage une question sur le contrôle de la qualité des biodéchets au regard de la classification SPA 1, 2 ou 3. Comment ça fonctionne? Alors, je ne sais pas si Morgane Goria répond de nouveau à cette question ou s'il y a une autre réponse qui est apportée. Oui, sans problème. Alors du coup, les SPA1, c'est vraiment des matières qui ont le prion ou qui, ça n'arrive, je ne vais pas dire jamais, mais en tout cas, alors, petite précision déjà, c'est le producteur qui qualifie sa matière, donc c'est à lui de trouver une filière adaptée. Donc vous ne pouvez pas vous deviner si c'est un produit SPA1, 2 ou 3, parce que ça dépend de la façon dont il a été produit et des indésirables qu'il contient. Pour vous donner un exemple, un yaourt peut très bien être soit un SPA3 parce qu'il y a eu un problème d'étiquetage ou pour une raison que je ne connais pas, un problème avec le lait, peu importe, et il peut passer SPA2 parce que de façon avérée, il y a un problème de contamination bactérienne. Pour donner cet exemple-là. Après, je pense que la question, elle est plus sur comment ça se passe, nous, à l'arrivée, parce que, pour être un peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas, donc SPA1, je vais le mettre de côté, c'est vraiment l'équarrissage, c'est les animaux qui ne nous concernent pas. Après, les SPA3, c'est ce qui va concerner notamment les déchets de cuisine et de table, les invendus de supermarché. Et on passe en SPA2, donc l'intermédiaire, à partir du moment où on va avoir donc soit une contamination avérée, soit une dégradation de la matière, en présence d'acide par exemple. Donc si d'aventure on a une production d'un supermarché qui est à la base un SPA3, mais qu'on met trop de temps à la traiter, elle pourrait passer SPA2. Donc, comment est-ce que nous, on fait à l'arrivée? Donc, effectivement, sur les sites, il va y avoir une vérification visuelle
des biodéchets qui arrivent. Cette vérification, elle a pour but de regarder effectivement deux choses. La qualité sanitaire, j'ai envie de dire, du produit. Ça ne nous est jamais arrivé d'avoir des produits dégradés de telle manière que nous, on dise « Ah ben non, il faut qu'on les déclasse ». Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment l'observation des indésirables, enfin pas les indésirables, mais des erreurs de tri. Ça nous est arrivé d'avoir des choses, la personne ne savait pas que c'était un bac biodéchets. Enfin, voilà, je ne vais pas vous dire qu'on a eu des canapés dans les biodéchets, mais on a des fois des choses, c'est vraiment totalement aberrant, ça peut arriver. Voilà, donc, effectivement, il y a une vérification qui doit être faite aussi à ce niveau-là. Voilà. Sur le point de vue, en tout cas, sanitaire, SPA, normalement, c'est le producteur qui le dit, et nous, on n'a pas on ne s'est jamais retrouvé dans le cas, en tout cas, de devoir déclasser pour des raisons sanitaires. D'accord. Donc, il y a un contrôle visuel et puis il n'y a pas eu d'observation à part des cas très particuliers où ça s'est géré avec un contrôle visuel potentiellement derrière. Oui, c'est ça. Mais c'est plus facile de repérer un indésirable que de repérer… il n'y a pas de test facile, en tout cas pour nous, exploitants, qui permet de dire ça c'est du 2, ça c'est du 3. Merci Morgane Goria.